On va essayer de faire avec. Alors, j'ai vraiment le plaisir de me trouver avec vous aujourd'hui pour aborder peut-être un aspect moins technique que tout ce qu'on a pu voir cette semaine. Il y a eu beaucoup d'ateliers ou de conférences extrêmement techniques, et tant mieux. Parce que dès qu'on parle d'idées politiques ou d'idées sociétales, on doit de toute façon aller dans la technique. On doit faire du design. On doit aller vraiment dans les détails. Cependant, je vais essayer aujourd'hui de joindre un petit peu les deux extrêmes. Ça veut dire de partager avec vous une certaine idée du monde dont on peut avoir envie, on va dire majoritairement, on va revenir là-dessus. Et puis une fois qu'on se pose cette question de quel monde voulons-nous, eh bien nous demander, ok, quelle technologie, quelle infrastructure, de quelle technologie, de quelle infrastructure nous avons besoin pour y arriver, puisque depuis que des humains ont commencé à frotter des silex pour faire du feu, nous faisons de la technologie, et cette technologie modifie notre conscience et notre regard du monde et notre expérience de vie, et à son tour, changeant notre perspective du monde, nous faisons de la technologie, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un effet miroir entre les deux, et on doit se poser ce genre de questions. Alors, j'entre vraiment dans une phase dans ma vie, une phase d'écriture là, qui va se manifester les mois et les années qui viennent, et notamment autour d'une question centrale, finalement, de quel monde voulons-nous? Quel monde avons-nous envie d'avoir? Parce que tout autour de nous, finalement, on voit beaucoup d'insatisfaction, et à juste titre. Hein, donc des critiques du monde de ce genre-là, ça veut dire, avons-nous encore envie de ça, de ce consumérisme à outrance? Avons-nous encore envie de ce genre de circuit économique qu'on voit un petit peu partout? Et donc ça nous pose vraiment la question du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et on peut assez facilement dire ce dont on ne veut plus. Évidemment qu'on ne veut plus des océans pollués, évidemment qu'on ne veut plus de toutes ces inégalités sociales, de ce changement climatique, de cette concentration de pouvoir et de richesse absolument, tellement gigantesque qu'on ne l'a jamais vu encore dans l'histoire de l'humanité. Donc on sait qu'on ne veut plus de ces choses-là, mais savons-nous pour autant quel monde nous voulons? Alors évidemment, on sait qu'il y a une grande diversité de désirs, de visions politiques du monde aujourd'hui, de la planète. Mais je pense que, sans trop me tromper, on peut quand même dire que je pense que majoritairement, les gens ont envie d'avoir des écosystèmes avec de la vie dedans. Voilà, sa vie, il y a d'autres êtres, il y a des animaux, il y a des végétaux, et puis ça tourne plutôt bien. Ils ont envie, bien entendu, de manger à leur faim, ils ont envie d'avoir la santé. On a envie d'avoir des enfants en sécurité, on a envie de la beauté, on a envie de choses plus vraies, plus authentiques. Et je pense que si on écarte... Bon, oui, les racistes, les suprémacistes, les intégristes de tout poil qui veulent imposer une vision extrêmement stricte ou exclusive à d'autres. Si on exclut ces marges-là, qui finalement s'avèrent marginales, moi qui voyage beaucoup, je me rends compte que finalement, l'humain moyen, voilà, il a envie d'écosystèmes qui marchent, il a envie de respirer un air sain, il a envie de manger à sa faim, il a envie d'une eau propre. Bien entendu, je parle des besoins de base, mais au-delà de ça, il a envie aussi de pouvoir créer. Il a envie de pouvoir exprimer son être à sa façon. Il a donc envie d'une liberté. Il a envie aussi d'une harmonie sociale. Il a envie d'une réalisation, il ou elle, etc. Donc finalement, si on ajoute ces grands principes, sans que j'aille dans le détail, parce que dans le détail, il y a des différences importantes, évidemment, mais si on va dans ces grands principes, à ce moment-là, on va se demander, le système actuel que nous avons le permet-il? Et réponse non, et on va voir un petit peu pourquoi. Mais surtout, qu'avons-nous à designer, qu'avons-nous à concevoir ensemble pour y arriver? Alors, on va déjà regarder, si vous le voulez bien, un petit peu le système actuel. Mais je vais rentrer dans une critique non pas politique, genre quel parti va mieux réussir que d'autres, ou une critique institutionnelle, on va dire, dans la géopolitique d'aujourd'hui, parce qu'on la connaît, il y a des débats un petit peu partout là-dessus, il y a des luttes, il y a des guerres aussi autour de ça. Mais je vais prendre en fait des lunettes un petit peu plus grandes que ça, et pour voir que depuis l'invention de l'écriture, nous vivons dans une forme d'intelligence collective qui n'a pas changé depuis, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Alors pyramidale, pourquoi? Eh bien parce que la structure sociétale a évidemment une forme de pyramide, et que l'on voit dès l'apparition des grandes civilisations, en fait, plus précisément avec l'apparition de l'écriture. Ça veut dire partout dans le monde où l'on passe de micro-sociétés, donc de forme plutôt tribale, qui fonctionnent sur la tradition orale, qui fonctionnent de manière nomade, qui fonctionnent en interaction les unes les autres.
en guerre, en collaboration. On voit toute forme de contexte qui se passe. L'anthropologie nous le montre. Eh bien, on passe donc de ces micro-sociétés à des civilisations à part entière, à des époques différentes dans l'humanité. Mais toujours ce point commun, une technologie absolument centrale qui arrive, l'écriture. Pourquoi l'écriture? Bien parce que l'écriture nous sort de la limitation de l'espace et du temps que la tradition orale a. Dans la tradition orale, on doit rester dans un même espace-temps pour pouvoir communiquer. On doit pouvoir communiquer à portée d'oreille, à portée de sens. Eh bien, l'écriture nous affranchit de ça, puisqu'on peut transmettre une information, un contrat, une loi, une donnée, une histoire, un poème, ce que l'on veut, et le transmettre et dans l'espace, ça veut dire très loin, et dans le temps. Nous lisons encore aujourd'hui des choses écrites il y a des milliers d'années. D'accord ? Donc ça permet une explosion potentielle de la coordination sociale, cette écriture-là. Elle permet d'écrire des lois, elle permet d'envoyer des ordres dans des armées complexes et de faire circuler le signal très loin, et ainsi de suite. Et donc, avec l'écriture, on voit apparaître les civilisations et cette fameuse intelligence collective pyramidale que vous avez sur ce petit schéma ici. Petit schéma donc, où on voit que finalement, dans toutes les premières sociétés, ce schéma-là se reproduit. Ça veut dire qu'on a à la tête une semi-divinité humaine, et puis en dessous des castes. Donc déjà on a des sociétés de castes qui commencent à se mettre en place, avec la haute bourgeoisie, la haute noblesse, la haute prêtrise qu'on trouve donc autour de ce pharaon ou de cet empereur ou de ce dieu vivant ou de cet inca. Et puis un petit peu plus nombreux en dessous, on trouverait ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes, hautes et basses. Ça veut dire les enseignants, les scribes, les marchands. Et puis, plus nombreux, et encore en dessous, on va trouver les gens de la terre. Ça veut dire les gens qui extraient les ressources de la terre, les éleveurs, les agriculteurs, les paysans. Et puis, en dessous, encore plus nombreux, on trouve une classe taillable et corvéable à merci, d'esclaves, d'ilotes, de serfs, le fameux servage, d'intouchables. Donc, toute une catégorie de gens définie par une idéologie qui va donc déterminer que ces gens-là doivent travailler au compte des autres en tant qu'esclaves. Alors des idéologies, évidemment, il y en a eu plein au long de l'histoire, des idéologies ethniques, de couleur de peau, des idéologies religieuses, des idéologies géographiques, qui disent nous ici, nous représentons la norme, eux là-bas, nous avons le droit de les mettre en esclavage, des idéologies sexistes, et ainsi de suite, et j'en passe. D'accord ? Alors, ça, on voit ça dans toutes les civilisations, mésopotamiennes, de l'Indus, éthiopiennes, chinoises, précolombiennes, et bien sûr toutes les civilisations européennes. On voit ce schéma se produire, donc de classe sociale. Mais je vais rentrer maintenant dans un terme un petit peu plus technique de ça, de voir comment elle a marché, cette intelligence collective, et pourquoi elle a si bien marché, cette intelligence collective pyramidale, jusqu'à nos jours. Alors, déjà, là, vous voyez, je la représente sur cette image de manière un petit peu plus schématique et plus proche de l'évolution qu'elle a pris aujourd'hui. Quand vous regardez une entreprise, par exemple, où on peut parler d'un État ou d'un ministère, etc., on voit qu'on a à la tête un petit groupe de personnes, les petits points bleus, là, qui, ensemble, en intelligence collective originelle, ça veut dire en petits groupes, prennent des décisions. Et puis, ils vont transmettre ces décisions dans une chaîne de commandement. Par exemple, ici, on va avoir des départements dans une entreprise ou bien des ministères dans un État, et puis on va avoir des services, et ainsi de suite, et ça se fractionne. Cette intelligence collective pyramidale, elle fonctionne autour de 4 grandes dynamiques que je vais énoncer ici. Vous allez voir l'importance de les comprendre, ces dynamiques, parce qu'elles vont nous donner des idées très précises du design social, infrastructurel et technologique dont on va avoir besoin si nous avons besoin d'en sortir de ça. Puisque là, je vais me livrer aujourd'hui à une critique de ça, une critique systémique. Alors, il y a 4 grandes caractéristiques de cette intelligence collective pyramidale. Les 3 premières, on les connaît tous. On en a l'habitude et on en entend aussi souvent la critique. Alors, je vais les énoncer, ces 4-là. Déjà, les 3 premières, très faciles. La première, vous avez une concentration du pouvoir, bien entendu. Ça veut dire quelques personnes, élues ou autoproclamées, peu importe. Je ne regarde pas le système qui les amène à la tête, mais vous avez quelques personnes en charge de prendre des décisions. Donc, un État élu, un gouvernement élu, va prendre des décisions pour la population qui les a élus, et ainsi de suite. Deuxième caractéristique, vous avez des chaînes de commandement. Eh bien oui, une fois qu'on a pris des décisions, il faut pouvoir les appliquer de manière opérationnelle. Donc vous avez des chaînes de commandement avec des gens qui, à chaque étage, vont agir pour appliquer cette décision.
Et troisième chose, avec cette chaîne de commandement, nous avons la division du travail. Ça veut dire donc de fractionner le travail en autant de tâches possibles, accomplissables, à l'échelle d'un être humain unique. Bon, ces trois-là, on les connaît bien. Mais il y en a une quatrième un petit peu plus difficile à comprendre et qui touche beaucoup les thèmes traités durant cette semaine autour des crypto-monnaies, des crypto-technologies, et je vais revenir dessus. La quatrième, il y a ce que l'on appelle une monnaie rare. Une monnaie rare. Depuis que l'intelligence collective pyramidale existe, elle a créé des systèmes monétaires qu'on appelle techniquement, dans le jargon économique, qu'on appelle rares. Alors pourquoi rares? Eh bien rares déjà tout simplement de façon pratique parce que la majeure partie des gens en manquent, des gens ou des organisations. Si j'en manque, il se passe quoi? Eh bien je vais m'inscrire dans une de ces hiérarchies sociales ici et travailler pour quelqu'un. Ou avoir des gens qui vont travailler pour moi pour rapporter une partie de cette monnaie. Donc déjà, la rareté, en tant que telle, a trait une notion d'expérience que font les gens. Je n'en ai pas assez, donc je vais aller chasser de cet argent rare en travaillant ou éventuellement en faisant des choses illégales ou en exploitant éventuellement, au sens positif ou négatif, je ne mets pas de valeur dessus, mais en exploitant des ressources ou des personnes. Voilà la dynamique de l'argent rare. De manière plus technique, maintenant, on appelle l'argent rare. Pourquoi on l'appelle rare? Eh bien, si, comme je l'imagine, tout le monde dans cette salle a joué au jeu de Monopoly, eh bien, depuis l'âge que nous jouons au jeu de Monopoly, nous comprenons exactement de quoi il s'agit. Ça s'appelle l'effet Pareto, P-A-R-E-T-O, Pareto. Alors, Vilfredo Pareto, un sociologue et économiste italien, à la fin du XIXe siècle, voyage dans plein de pays différents du monde et fait un constat assez étonnant. Il voit que, finalement, peu importe la religion du pays, son système fiscal, son système politique, son climat, ses ressources, il semble qu'il y ait une loi de distribution de la richesse financière qui fonctionne à peu près toujours de la même façon. Et on en a déduit ces fameux, vous savez, 80-20, quand on dit que 20% de la population contrôle 80% des ressources financières. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on peut se trouver dans des 0,001% des gens qui contrôlent 89,8% des ressources, par exemple. Cette loi Pareto, donc Pareto les a écrites en équation, mais on n'a pas besoin de faire des maths ici, on le comprend quand on joue au jeu de Monopoly, justement. Alors le jeu de Monopoly, eh bien, il se passe un truc très simple. Déjà, on démarre dans une société absolument idéale, puisque nous commençons dans une société tout à fait égalitaire, ce qui déjà n'existe pas dans la vie standard. Bref, on joue les dés, je lance les dés, je vais tomber donc sur différentes cases et je vais décider d'acheter ou ne pas acheter. Mais assez vite, quelque chose va se produire. Plus j'ai de l'argent, plus je peux en investir, plus je peux en investir, plus je vais en gagner, plus je vais en gagner, plus je peux en investir, et ainsi de suite. Et à contrario, moins un joueur a de l'argent, plus il va devoir payer un loyer aux autres, et moins il a des chances de pouvoir investir, et donc moins il aura d'argent. Donc on voit en fait se produire deux courbes exponentielles, statistiques. Ça veut dire des joueurs qui vont faire banqueroute, donc ils ont un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, et puis hop, ils ont de moins en moins, et ça s'accélère. Et moins j'aurai, ça ira de plus en plus vite. Et donc banqueroute, il arrive à zéro. Deuxième joueur, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, mais ça commence aussi à aller mal, et ça s'accélère, et il tombe à zéro, banqueroute. Troisième joueur, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, et là, ça prend la courbe inverse, il se met à accumuler l'ensemble des richesses financières. Le jeu de Monopoly, ainsi que la plupart des jeux d'argent de plateau, fonctionnent exactement sur ce principe dit d'effet Pareto. Ça veut dire que la monnaie injectée, donc les jetons, les tokens, les coins, les euros, les dollars, vous les appelez comme vous voulez, les rupees, les yens, vous les appelez comme vous voulez, le nom qu'on veut. Vous avez dans le jeu de Monopoly une autorité, intelligence collective pyramidale, qui injecte une quantité donnée de monnaie, donc qui crée de la dette, on appelle ça créer de la dette aussi. Et à partir de là, cette monnaie, donc une fois dans l'écosystème humain, économique, va commencer à circuler. Et de manière inéluctable, il s'agit d'une loi physique ou d'une loi mathématique, la monnaie va se condenser. On parle de condensation monétaire en termes techniques. Vous avez d'ailleurs un excellent article, je vous le conseille, je crois qu'il s'agit pour la science, sorti cette semaine, qui parle exactement de ce principe d'effet Pareto. Je vous conseille vraiment de le lire. Donc la monnaie se condense. Et quand on joue au jeu de Monopoly, on fait cette expérience de la condensation monétaire. Alors ça nous amène à plusieurs conclusions sur la société pyramidale. La première déjà,
on voit que, pardon, on peut mettre finalement les gens qu'on veut autour du jeu de plateau, on peut mettre les gens les plus bienveillants qu'on imagine. On peut même imaginer que ça ne se passe plus dans l'immobilier, on se fait dans un truc encore plus sympa que l'immobilier, ou moins agressif. Les gens vont s'acheter et se vendre des légumes, des fruits et des légumes. Vous voyez, on pourrait le faire avec des fruits et des légumes. On met des gens bienveillants autour, des gens sages, des gens évolués. Eh bien, leur sagesse ne va servir à rien, puisque s'ils jouent les règles du jeu, tout simplement, sans méchanceté aucune, la loi Pareto et les lois de distribution vont faire que la monnaie va se condenser dans les mains de quelques-uns. Donc ça, vous voyez, on a une émergence collective, et là aussi j'y reviendrai plus tard, très importante, parce qu'on a quand même quelque part, une fois que la banque ou l'autorité ou l'État a injecté la monnaie, on a quelque part un jeu en peer-to-peer, complètement en pair à pair. Hein, du moins le croit-on. Eh bien on voit que malgré tout, le système va aller à son déséquilibre de façon tout à fait naturelle, sans qu'aucune volonté individuelle le veuille. Alors oui, on traite l'humain de radin, d'agressif, etc. Mais les recherches que j'ai menées depuis de nombreuses années en intelligence collective m'amènent à penser le contraire. Ça veut dire, si l'on met l'humain dans un contexte de rareté artificielle, à ce moment-là, ça attise l'agressivité, la radinerie, la tricherie, une ultra-compétition, le masculin, une pensée masculine du monde, de conquête, etc. Donc, vous voyez, première conclusion, indépendamment même de la volonté des personnes sur le plan individuel, nous avons une émergence collective qui amène le système à son déséquilibre quoi qu'il arrive. Ça veut dire que la partie de Monopoly se termine par ce qu'on appelle une mort collective. Il n'y a pas de gagnant. Même si j'ai raflé toute la mise, eh bien je meurs économiquement comme les autres puisque je n'ai plus personne avec qui échanger. Alors, je peux redistribuer, ce que font certains, on peut changer les règles du jeu, on a tout à fait le droit de le faire. Et là, on entre dans les questions de design, de nous poser la question des systèmes monétaires, et je vais y revenir après. Mais je veux finir sur cette quatrième propriété de l'intelligence collective pyramidale. Quand je vous parle de monnaie rare, ça veut dire que lorsque la monnaie se condense ici dans l'écosystème, elle se condense ici dans les mains d'une personne ou de quelques personnes, le reste de l'écosystème fait l'expérience de la rareté et plus précisément d'une sous-monétarisation. Ça veut dire que ça crée des mécanismes de dépendance à ceux qui en ont un petit peu plus. Et des hiérarchies et des strates sociales s'installent suivant exactement la loi de la distribution monétaire, donnant lieu à ce qu'on appelle techniquement parlant des plutocraties. Ça veut dire une corrélation entre la concentration du pouvoir et la concentration monétaire. Vous imaginez bien sur ce diagramme ici que la concentration monétaire par personne s'avère bien supérieure en haut qu'en bas. On le sait bien. D'accord ? Donc, je me livre ici non pas une critique morale de ça. Je ne dis pas qu'il s'agit de quelque chose de bien ou de pas bien. Ça a existé jusqu'à nos jours, donc il devait y avoir une raison. Les choses n'existent pas par hasard. L'intelligence collective pyramidale a toujours utilisé des formes de monnaie rares. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une autorité qui a autorité et légitimité, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui un tiers de confiance, si on peut l'appeler comme ça, qui crée, qui bat monnaie, et qui injecte dans ce collectif, et le collectif va pouvoir évidemment échanger, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une désertification de cette monnaie, une sous-monétarisation qui va enchaîner non seulement des mécanismes de dépendance de classes de possession à d'autres classes de possession, donc de ceux qui ont moins vers ceux qui ont plus, première conséquence. Et deuxième conséquence, un mécanisme de dépendance à celui ou celles ou ceux qui émettent la monnaie. J'en ai pas assez, je vais voir ceux qui en ont, ou ceux qui en créent. Donc ça va donner lieu au crédit, notamment donc les banques qui aujourd'hui font du crédit. Donc lorsque vous empruntez 1 000 euros ou 100 000 euros, la plupart des gens pensent qu'on les prend du compte des épargnants pour les mettre sur le compte de l'emprunteur. Eh bien non. En fait, la banque va majoritairement créer ex nihilo, d'où la notion de monnaie fiat. Cette monnaie sur votre compte, elle va l'écrire par un petit jeu magique et faire apparaître cette monnaie qu'il vous faudra rendre avec un intérêt. Et le supplément de monnaie, vous n'allez pas le créer ex nihilo, vous allez le chercher dans l'écosystème. Ça veut dire que si les 10% en plus que vous rendrez, il aura bien fallu aller les prendre quelque part. Et donc, vous voyez qu'il y a une accélération de la compétition, de la tension économique qui se met en place. Donc cet effet Pareto, il s'agit d'une loi physique qui n'a rien à voir avec l'avidité ou l'avarice humaine ou l'agressivité humaine. Par contre, ce contexte de rareté artificielle qui s'installe au niveau de l'argent a des conséquences non seulement sur le design social,
mais aussi dans notre psychisme. Sur le design social, je l'ai dit, pardon, on l'a vu, ça crée ça. Ça veut dire que l'intelligence collective pyramidale a toujours, lorsqu'on regarde l'histoire, utilisé des monnaies rares qui catalysent, ça sert à catalyser les hiérarchies sociales. Et apparemment, on n'a pas su faire autrement, on n'a pas pu faire autrement. Ça a apporté visiblement des tas de bénéfices, en tout cas, ça donnait lieu aux civilisations, avec les bons et les mauvais côtés. Mais en tout cas, retenons bien ici que les monnaies rares caractérisent l'intelligence collective pyramidale. Ça a ensuite d'autres conséquences, des conséquences sur notre psychisme. J'avais fait une conférence TEDx à Paris il y a quelques années, où j'avais donné à toute l'assistance une petite paille pour respirer. J'avais dit, levez-vous et mettez-vous à respirer dans la petite paille. Alors les gens se lèvent et puis se mettent à respirer. Alors évidemment, on respire beaucoup moins d'air par la petite paille. Et puis j'avais demandé, maintenant, mettez-vous à gesticuler, à danser. Alors là, on a besoin de respirer beaucoup plus d'air, évidemment. Et là, on se met vite à suffoquer avec cette petite paille. Eh bien, ça crée déjà un attracteur, une envie de dire, bah, tiens, si je prends la petite paille du voisin, je vais pouvoir danser. J'ai tout intérêt. Et si j'ai plein de paille, je vais peut-être avoir des gens qui vont pouvoir travailler pour moi. Donc vous voyez que l'accès à l'air, donc l'accès à la richesse air, se fait non plus directement, mais via l'intermédiaire d'une petite paille. Imaginons que la société humaine ait grandi tout le temps avec cette petite paille. Ça veut dire que vous avez vu le jour, tout petit, vous avez respiré l'air avec cette petite paille. Vous risquez d'oublier que vous avez une petite paille. Et vous avez de grandes chances de construire une philosophie du monde fondée sur la rareté. Ça veut dire de vous dire que les choses dans le monde, les richesses, pour moi, je les vois comme rares. Pourquoi ? Parce que j'y accède avec un outil qui crée une rareté artificielle. Et s'il y a cette rareté artificielle, il faut le conquérir, cet argent, ou cet air, si on prend la métaphore de l'air. S'il faut conquérir cet argent, ça crée une société extrêmement agressive. Ça crée aussi une société qui va développer une dialectique du masculin. Puisqu'il faut conquérir cet argent, on déploie une vision masculine de conquête, de direction de cet argent pour le posséder. Jusqu'au point où nous avons dans nos sociétés des expressions d'une violence extrême dont on ne se rend pas compte, à commencer par celle de gagner sa vie. Intéressant ça, gagner sa vie. Hein, on le dit de manière commune, mais voilà. Je crois que vous avez compris là où je voulais en venir. Une des signatures donc, de l'intelligence collective pyramidale aujourd'hui tient au fait, donc, je le répète, de 4 paramètres. Le premier, nous avons donc un pouvoir centralisé, donc quelques personnes décident pour tous et prennent les décisions. Division du travail, chaîne de commandement et monnaie rare. Et tout ça se maintient ensemble. Les monnaies rares permettent la concentration du pouvoir qui lui-même va bien entendu avoir tout intérêt à maintenir des mécanismes de monnaie rare. Alors ça a fonctionné quand même plutôt pas trop mal jusqu'à présent puisque ça a continué. Il y a certes eu des révolutions, des changements, mais finalement, pour remplacer une intelligence collective pyramidale par une autre, peut-être une intelligence collective de type royaliste ou empire ou impérial, vers des intelligences collectives pyramidales de type démocratie représentative, mais finalement, on n'a pas fondamentalement changé le design social, pas plus que nous avons changé notre vision de la société. D'ailleurs, souvent, quand je parle de modèles distribués à des publics moins avertis qu'ici, les gens vont me dire « mais qui va décider ?» Comme s'il fallait toujours que quelqu'un ou un petit groupe de personnes décide qu'on ait des lieux de décision identifiés. Alors, cette intelligence collective pyramidale, elle arrive aujourd'hui à ses limites. Elle a des limites qu'on appelle intrinsèques et systémiques. Les limites, pour vous donner une compréhension de limites intrinsèques et systémiques, je vais prendre une image, par exemple, de la voiture. La voiture, elle aussi, a des limites intrinsèques et systémiques. Limite intrinsèque, une voiture, ça ne peut pas voler, ça ne peut pas aller dans l'espace, ça ne peut pas aller à 1000 à l'heure. Voilà des limites intrinsèques, c'est-à-dire par design. Ça ne pourra jamais aller dans l'espace, une voiture. Sauf peut-être avec Tesla, bon, ça touche à un autre sujet. Une limite systémique, eh bien, vous en mettez des millions dans une ville, et vous avez mieux fait de prendre un vélo, vous irez plus vite d'un point A à un point B que si vous prenez une voiture. D'accord ? Donc, l'intelligence collective pyramidale, elle a aussi ses limites intrinsèques et systémiques. Des limites intrinsèques, par exemple, elle a beaucoup de mal à gérer la complexité. Vous ne pouvez pas demander à des gens, à quelques personnes ici, en haut, même bien intentionnés, même bien formés, des gens qui mettent tout leur cœur pour prendre des décisions, comment voulez-vous demander à quelques personnes de prendre des décisions dans un monde ultra complexe, qui demande une bande passante
que même 1000 fois plus de personnes, ou 10 000 ou 1 million de fois plus de personnes n'arriveraient pas à apprendre. Parce qu'il y a trop de bandes passantes, il y a trop de complexité, il y a trop de signaux faibles, il y a trop de signaux forts, il y a trop de complexité dans le sens où on peut avoir l'impression de faire un input, c'est-à-dire de donner une réponse ou de prendre une décision et que ça va créer tel output, telle conséquence. Eh bien non, dans un monde complexe, ça peut prendre une direction tout à fait inattendue. Comment donc peut-on aujourd'hui demander à un monde devenu ultra complexe, ultra connecté, à quelques personnes, quelques dirigeants d'entreprise, quelques dirigeants d'un État, ou peu importe, de prendre les bonnes décisions? Ils ne peuvent tout simplement pas, du fait déjà de leur nombre. Autre aspect aussi de la limitation de l'intelligence collective pyramidale, le fait qu'elle fonctionne en structure complètement monomorphe. Elle ne se reconfigure pas, contrairement à une équipe de sport, par exemple, un petit groupe, qui peut se reconfigurer très, 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 très rapidement. Là, elle reste monolithique, elle ne change pas. Donc, elle a une très faible capacité d'adaptation au changement, de fait aussi de sa structure. Troisième chose aussi, je ne vais pas les faire toutes, mais en lister quelques-unes. On a dans le monde de l'intelligence collective pyramidale des gens extrêmement développés dans le faire, donc dans le savoir-faire. Quand on voit tout ce que les civilisations ont pu réaliser et inventer dans le domaine technique, dans les sciences, les arts, je trouve ça absolument incroyable et j'ai une admiration permanente quand je regarde ça. Mais en même temps que cette intelligence collective pyramidale a fait des gens très développés dans le faire, elle a fait aussi des gens souvent sous-développés ou peu développés dans l'être. Ça veut dire la connaissance de soi, l'intériorité. Et d'ailleurs, nous avons dans nos langues des langues très développées pour parler du monde extérieur, pour le décrire, et très peu développées pour parler de notre intériorité. Ça ne fait pas si longtemps qu'on se met à avoir du langage de la psychanalyse, de la conscience. Et encore, on a du mal, ça reste des mots assez flous dans le langage commun. Alors pourquoi peu développer dans l'être? Pourquoi on a des gens qui se connaissent si peu eux-mêmes dans les civilisations de l'intelligence collective pyramidale? Eh bien pour une raison très simple, très très simple. Si vous voulez des chaînes de commandement qui marchent, il faut avoir des gens prévisibles. Eh oui, il faut des gens qui disent ok, moi lundi matin à 8h, je viendrai faire mon boulot. Dans une armée, je tiendrai mon poste. Tenir son poste d'ailleurs, devenir cadre dans une boîte. Donc toutes ces choses-là qui montrent un monde assez minéral. Et la meilleure façon, le point commun finalement de l'ensemble des écoles de l'intelligence collective pyramidale, peu importe les époques, peu importe les cultures, elles ont au moins ça en commun, de prendre un petit enfant de 5 ans, ou au début en tout cas en bas âge, tout à fait imprévisible. Il a envie de jouer, il joue, il veut dormir, il dort, il veut crier, il crie. Enfin, il suit ses propres rythmes intérieurs, ses émotions, sa recherche, sa quête, ses apprentissages. Donc vous avez un petit être parfaitement imprévisible et qu'il faut socialiser. Socialiser, ça veut dire commencer bien sûr à rentrer dans le rythme de la société, ce qui s'avère tout à fait normal, mais également devenir prévisible dans les chaînes de commandement des sociétés à intelligence collective pyramidale. Et ça prend 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ça va se faire par des entraînements longs. Reste assis à ta place, ne discute pas avec ton voisin. Je vais te noter, je vais te rendre ton devoir écrire en rouge. N'écoute pas ton intériorité, écoute ce que je te dis et fais ce que on te dit de faire. Voilà, donc ça fait donc des gens, des sociétés qui ont des gens, je le répète, très développés dans le faire et assez peu développés dans la connaissance de soi. Et évidemment, ça a des conséquences, tout ce genre de choses. Alors tout ça évolue. Pourquoi ça change aujourd'hui ? Parce que le monde a créé tellement d'intelligence collective pyramidale partout que ça a fait une explosion de complexité. On parle même d'une explosion de complexité systémique. Et ça nous amène aussi à ce qu'on appelle un seuil de complexité systémique. Ça, il s'agit d'un truc dans la théorie des systèmes, et en particulier en écologie, qu'on connaît bien. Vous avez un milieu ambiant, par exemple, le milieu marin, qui devient très, très, très vivant, très complexe. Il y a plein d'espèces qui interagissent, et puis ça ne peut pas aller plus loin, tellement il y a de la complexité. Vous allez voir quoi? Vous allez voir quelques petits poissons qui commencent à sortir de l'eau avec leurs petites nageoires et puis qui vont commencer à explorer cet autre lieu, cet ailleurs toxique, cette atmosphère toxique, cette gravité qui n'existait pas dans l'eau. Et on connaît la suite. On a tout l'investissement du vivant, de la vie, donc sur le sol terrestre. Et nous avons aujourd'hui des choses qui s'appellent des squelettes, qui nous maintiennent dans notre structure tout à fait différente de ce dont on avait besoin, évidemment, quand on se trouvait dans l'eau. Donc, il se passe la même chose aujourd'hui. Ça veut dire, l'intelligence collective pyramidale arrive à un seuil de complexité systémique tel qu'elle peut s'effondrer. On le sait, on en parle partout, ça ne marche plus.
mais il peut aussi y avoir un upgrade. Et moi, en tant que chercheur, évidemment, cet upgrade m'intéresse au plus haut point et je me pose la question, tiens, comment on peut participer à cet upgrade? Ça veut dire, pouvons-nous créer une conscience collective et une intelligence collective supérieure à l'intelligence collective pyramidale? Et si on commence à penser à cette intelligence collective supérieure, comment la conçoit-on? Quelles infrastructures allons-nous mettre? Comment allons-nous designer les technologies nécessaires pour gérer ce niveau de complexité? Quand je dis technologie, je ne parle pas du dernier smartphone, je parle de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes, comme par exemple l'écriture. L'écriture a représenté une technologie qui a permis un upgrade de l'intelligence collective originelle, les petites tribus, les petits groupes, les villages, et pour passer à des civilisations entières. Ça a permis quand même un sacré upgrade, d'accord, de complexité, j'entends, de complexité sociale. Eh bien, qu'y a-t-il à notre disposition aujourd'hui? Avons-nous une sorte de métalangue ou de méta-écriture, quelque chose qui fait que nous allons réussir à communiquer, à nous coordonner, de façon à pouvoir embrasser la complexité holistique du monde, à la fois le ici et le là-bas, le ailleurs, hein, le ici et le futur, et de gérer, quand je dis la complexité, ça veut dire de dépasser la pensée linéaire. La pensée linéaire ou la pensée non complexe, si je prends une métaphore, hein, je me trouve à la barre d'un paquebot, je tourne à gauche, il va à gauche. Je me tourne à droite, il va aller à droite. On le sait. Tel input, tel output. Dans un système complexe, je tourne la barre à gauche, peut-être qu'il va passer en marche arrière. Je tourne la barre à droite, il va peut-être aller à droite, ou à gauche, ou s'arrêter. Il y a trop d'étapes entre mon input, celui de la barre, et le gouvernail. Il y a trop de complexité, trop de boucles de rétroaction pour me permettre de vraiment prévoir ce qu'une décision va produire à l'échelle d'une société entière, et non seulement d'une société humaine, mais aussi d'une société non humaine, puisque nous ne pouvons plus nous extraire des écosystèmes aujourd'hui comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc cette pensée complexe, comment pouvons-nous la développer? Bien sûr qu'il y a des éléments individuels, de façon de changer notre pensée, nos mécanismes de pensée, mais il y a probablement beaucoup plus aussi des éléments collectifs. Et ça m'intéresse. Et justement, nous arrivons aujourd'hui, je vais en parler maintenant, dans cette intelligence collective qu'on appelle, je passe ça, l'intelligence collective holomidale. Holomidale, je vous l'écris ici, voilà, intelligence collective holomidale, distribuée, open source, locale et globale, fondée aussi sur une très grande individuation des gens. Ça, par exemple, on le voit dans le monde en sociologie. La sociologie, ça fait partie aussi d'une discipline très utilisée en intelligence collective. Dans la discipline de l'intelligence collective, on utilise beaucoup la sociologie, entre autres. Et de voir que partout dans le monde, il y a un processus d'individuation qui se fait. Ça veut dire des gens qui se disent, qui se demandent, qui se questionnent sur leur essence, qui se posent la question, entre guillemets, qui suis-je? Comment vais-je aller vers mon être, vers l'expression authentique de ma personne et de mon être? Et ça me pose la question de savoir si je vais pouvoir continuer à fitter, à rentrer dans les petites cases que me propose la société pyramidale classique. Évidemment, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas très bien. Donc on a, de ce fait-là, de ce processus d'individuation, une explosion de complexité sociale qu'on peut observer dans tous les pays du monde, quasiment, à des degrés divers. Vous entendrez parfois en sociologie ce terme de créatifs culturels, cultural creatives, qui désigne, entre autres façons de les désigner, il y en a d'autres, mais toutes ces personnes qui engagent un processus d'individuation. Ça veut dire, grosso modo, qui veulent aligner leur être et leur faire, qui veulent se trouver en cohérence avec leur intériorité et ce qu'elles expriment dans le monde, et qui n'est pas une dissociation, une dislocation, telle qu'on pouvait la trouver dans la culture de l'intelligence collective pyramidale. Alors tout ça, ça nous amène évidemment plein de questions. Alors on assiste, on la voit se produire devant nous, cette intelligence collective pyramidale, et je vais mettre quelques mots, holomidale, pardon, et je vais mettre quelques mots-clés, mais on va aller dans le détail maintenant, on va aller dans l'ingénierie de tout ça. Donc je vous le disais, open source. Open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a économiquement, sociologiquement, philosophiquement, beaucoup plus intérêt à partager la connaissance, tout ce que l'on apprend, que de le garder pour soi. Ça veut dire de fonctionner sur la notion de propriétarisation de ce que l'on fait. Ce qui remet aussi en question d'ailleurs la notion de propriété en tant que telle. Et j'entends aussi la propriété d'une maison, d'une terre, etc. Ça relève d'une création culturelle de l'intelligence collective pyramidale.
mais qui va se trouver extrêmement questionné, et on le voit de plus en plus, dans l'intelligence collective holomidale qui arrive. Je vous le disais, on voit une évolution vers l'individuation, et donc avec tout ce que ça engage dans des changements de comportement, des changements de vie intérieurs. Regardez par exemple l'explosion du mouvement du véganisme dans le monde. Ça représente le mouvement en plus forte croissance aujourd'hui dans le monde. Donc de gens qui se disent « Ok, maintenant, on ne peut plus manger comme on le faisait avant, on ne peut plus exploiter les autres espèces et fonctionner sur une idéologie de domination d'une minorité, en tout cas d'une partie de la population du vivant que l'on domine et que l'on exploite, eh bien nous pouvons fonctionner et manger autrement. » Et vous avez donc l'explosion du mouvement vegan, dont je fais évidemment partie. On voit donc comme ça des tas de changements observables déjà à l'échelle individuelle et avec les conséquences que ça va avoir collectivement. Alors maintenant, on va se demander, OK, tout ça très bien, mais si on veut un monde maintenant où les gens se trouvent individués, ça veut dire qu'il y a une explosion de complexité sociale. Ah oui, si les gens commencent à devenir qui ils veulent devenir, œuvrer quand ils ont envie d'œuvrer, se lier avec qui ils ont envie de se lier, d'avoir la vie dont ils ont envie, d'exprimer ce dont ils ont envie, on fait comment tout ça? L'intelligence collective pyramidale, ça s'avérait très pratique. On faisait rentrer des gens dans des cases, dans des normes sociales. Il y avait quelque chose d'extrêmement normatif de la personne. L'intelligence collective pyramidale norme les choses. Elle le fait très très bien. Et là, si ça se dénorme, on a des petits problèmes. Donc il y a une gestion de la complexité sociale à faire. Ça veut dire aussi, question suivante, comment prenons-nous des décisions ensemble? Si on dit, OK, on ne peut plus confier ça à un petit groupe de personnes, même bien intentionnés, on retire les pourris, tout ça, peu importe. Comment on fait? Ça veut dire aussi, tiens, quel système monétaire allons-nous créer? Puisque les monnaies rares, on voit que si on continue à utiliser des monnaies rares, nous allons recréer de la concentration du pouvoir, quoi que nous fassions. Petite parenthèse, ça je le vois partout. J'ai l'occasion, bien sûr, par mes recherches, donc de voyager beaucoup, et de visiter de nombreuses communautés dans le monde, et notamment des gens qui inventent des nouvelles monnaies, qui se disent, bon, allez, les euros, les dollars, il y a trop de corruption là-dedans, de toute façon, on ne les a pas, on ne nous les donne pas, et puis on ne les aura pas, on va faire autrement, on va faire avec notre système. Mais souvent, ils reproduisent un système équivalent, ça veut dire d'émettre une monnaie, au sens classique du terme, de la faire circuler, et la monnaie se recondense une fois de plus dans les mains de quelques-uns, parce que finalement, ils ont copié-collé l'ancien système, avec toute la bonne volonté du monde. Ou alors, je pense tout simplement aux communautés qui continuent d'utiliser l'argent conventionnel. Donc, d'un côté, elles prônent une vision souvent anarchique, j'entends au sens propre du terme, pas péjoratif, mais propre du terme, donc une vision anarchiste de distribution du pouvoir. Et ils utilisent la monnaie rare classique, les euros et les dollars, et se retrouve la condensation monétaire dont je vous parlais tout à l'heure, et donc la concentration du pouvoir. Donc, question, comment designons-nous, comment concevons-nous là où les monnaies qui vont venir? Va-t-il y en avoir une mondiale, ou va-t-il y en avoir des millions, voire peut-être des milliards? On va voir qu'on va plutôt en avoir des millions ou des milliards qu'une seule. Donc vous voyez, plein de questions qu'on doit se poser. Alors, je vais peut-être commencer justement par la question de la monnaie et introduire maintenant, devenir un petit peu plus technique, mais parce qu'on a maintenant besoin de faire de l'ingénierie sociale, on a besoin de faire du design. Déjà, commencer par quelques définitions. Première définition, déjà, vous l'avez peut-être entendu sans que je l'explique, le fait de parler de monnaie rare et plus précisément d'introduire une distinction dans ce qu'on appelle la monnaie et l'argent. L'argent, ça veut dire ce que nous avons toujours connu, peu importe les civilisations, ça constitue, techniquement parlant, ce qu'on appelle une monnaie rare. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui émet cette monnaie et le mécanisme de rareté va se mettre en place par effet Pareto, dont je vous ai parlé. Donc techniquement parlant, une monnaie rare, et ça s'appelle l'argent. Le Monopoly, les jeux de plateau d'argent classiques que l'on connaît, fonctionnent tous sur ce principe-là, de Pareto et d'une monnaie rare. Maintenant, vous l'avez certainement vu cette semaine au niveau de différentes conférences, le terme de monnaie, en tant que tel, a pris un sens beaucoup plus large que simplement l'argent. Le terme de monnaie, en fait, prend on va dire, deux définitions beaucoup plus larges. Je vais commencer par une définition plus facile à comprendre, à savoir un langage de la richesse. Un langage de la richesse. Ce qu'on aurait auparavant appelé un indicateur de richesse, par exemple de la biodiversité, ou le bien-être des gens, ou la santé publique, etc., qu'on considère comme des indicateurs de richesse, le niveau d'éducation, etc.,
la surface habitable par habitant, enfin plein de choses. On peut les appeler des indicateurs de richesse. Eh bien, dans le nouveau paradigme économique qui arrive, on va les appeler des monnaies. Des monnaies, pourquoi? Parce que ces indicateurs de richesse deviennent donc des traces de la richesse, et peut-être allons-nous pouvoir nous en servir pour les lier systémiquement les uns les autres et définir des règles du jeu que nous voulons avoir. Par exemple, comment lier l'empreinte écologique d'une personne, ce qui représente un indicateur de richesse, ou sa réputation sociale, ce qui peut constituer un indicateur de richesse. Comment allons-nous lier ces choses-là avec éventuellement une capacité de s'engager économiquement avec les uns ou les autres? On peut se poser la question. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui pensent déjà Chine là, dans ce que je dis, mais je vais revenir là-dessus. Donc, déjà, je vais revenir à mes définitions. Le terme de monnaie, dans les nouveaux paradigmes économiques, veulent dire en fait toute forme de richesse. Donc, une réputation. Par exemple, si j'achète ou je vends sur Amazon, on a des étoiles. Ces étoiles, ça représente une monnaie de réputation. Ça représente une richesse. On parle de monnaie. Une empreinte écologique peut devenir une monnaie. On n'achète pas ou on ne vend pas des choses avec ça, mais ça représente bien une richesse. Si j'ai une bonne empreinte écologique, j'ai une certaine richesse et qui va éventuellement pouvoir me servir dans mes relations sociales, et ainsi de suite. De manière plus technique encore, on appelle monnaie un flux. En fait, pour reprendre le terme anglais, currency, au sens de John Locke du terme, il l'avait ressenti déjà à son époque, currency, voir les flux. Ça veut dire toute écriture sur un support qui permet à un système de voir les flux et donc de se voir lui-même. Et s'il se voit lui-même, de pouvoir prendre des décisions pour lui-même, en fonction de son système de valeurs. Donc là, on devient assez théorique, mais je pense que vous pigez un petit peu l'idée. Autre chose importante aussi, de dissocier la richesse et l'argent. On le sait bien aussi dans le paradigme classique de l'intelligence collective pyramidale, quand on parle d'une personne riche, on dit qu'elle a beaucoup d'argent. On pense tout de suite à ça. Bon, on fait un petit peu de brainstorming, on voit bien que la richesse, la vraie richesse, ça va un petit peu plus loin que de savoir combien on a sur son compte en banque. Néanmoins, il y a quand même une confusion ontologique entre la notion de riche et d'argent. Eh bien, si on réfléchit à la richesse, on s'aperçoit qu'il existe beaucoup de richesses que nous avons besoin de voir, currency, en tant que société, et que, suivant le collectif dans lequel on se trouve, les richesses que nous avons besoin de voir ne s'avèrent peut-être pas forcément les mêmes. Et nous allons peut-être pas voir les mêmes currencies, justement. Je prends des exemples. Si nous fondons une communauté territoriale, par exemple, tous les gens qui habitent, je ne sais pas, autour de là où j'habite Aix-en-Provence, bon, voilà, donc les gens qui habitent dans cette région-là. Eh bien, on va s'intéresser évidemment à l'eau, on va s'intéresser à la biodiversité, on va s'intéresser aux réserves d'énergie qu'on peut avoir, on va s'intéresser à l'éducation, on va s'intéresser à la santé publique. En fait, tout ce qui touche un territoire. Alors peut-être plus sur les questions d'eau en Provence que si on se trouvait en Normandie, par exemple. On aura peut-être un regard différent là-dessus. On aura certainement des différences avec d'autres parties du monde, par rapport au climat, par rapport aux ressources présentes. Maintenant, si je fais partie d'une communauté d'échecs, bon, voilà, de joueurs d'échecs, l'empreinte écologique ou la qualité de l'eau ne compte pas vraiment comme critère dans ce qui définit la richesse de la communauté des joueurs d'échecs. Par contre, mon niveau aux échecs, le nombre de parties que j'ai jouées, peut-être aussi ma convivialité ou ma gentillesse vis-à-vis des autres joueurs peuvent servir, mais peut-être pas la qualité de l'eau ou combien il y a de papillons qui butinent les fleurs. Donc on voit bien que les richesses, les currencies, on va les voir différemment. On va avoir besoin d'en voir certaines et moins d'autres, suivant les contextes dans lesquels nous nous trouvons. Et ça, déjà, ça nous donne des pistes sur le design social. Alors, il y a ce qu'on appelle la richesse intégrale. Je vais vous les citer très vite et vous allez mieux comprendre ensuite comment ça nous amène à faire du design de monnaie. La richesse intégrale, il faut le voir vraiment comme un grand spectre de cercles concentriques. Je vais commencer par celles dont on a l'habitude, qu'on appelle les richesses mobiles. Les richesses mobiles, vous savez, il s'agit de ce qu'on achète et ce qu'on se vend quotidiennement, ou ce qu'on se donne. Une pomme, une voiture, une propriété, de l'électricité, bref, tout ce qui va circuler d'une main à une autre, ou même plus précisément, en termes d'écosystème, d'un agent à un autre. Il n'y a pas forcément des humains, d'ailleurs, derrière l'histoire. Il peut y avoir des animaux aussi, ou des machines, d'accord ? Mais fondamentalement, il y a une richesse qui va d'un agent à un autre, on appelle ça les richesses mobiles. Et l'argent, donc monnaie rare, représente un langage pour quantifier ces richesses mobiles. Maintenant, il y a, en deuxième cercle un petit peu plus large, ce qu'on appelle les richesses mesurables. Par exemple, si je mesure combien il y a d'oiseaux
d'espèces d'oiseaux dans les bois à côté, ou la biodiversité, où je peux mesurer une empreinte écologique, je peux mesurer le niveau d'éducation des gens, je peux mesurer la température, je peux mesurer mon taux de plaquettes sanguines en moi, etc. Et on voit que la mesure, suivant un protocole, va me donner aussi un indicateur de richesse. Mais dans le nouveau paradigme, on va aussi parler d'une monnaie de mesure. Vous avez aussi ce qu'on appelle des monnaies ordonnables. Ça veut dire le ranking, l'ordre dans lequel on va mettre ces richesses compte. Un exemple qu'on connaît très bien, quand on regarde les Jeux Olympiques, on va mesurer la vitesse sur le 100 mètres, mais on ne va pas mesurer la vitesse sur le patinage artistique. On va mesurer, ou sur la gym, on va mesurer la qualité technique de certains mouvements. Donc on va prendre différents protocoles, et le ranking, donc l'ordre, compte. Par exemple, dans la vie quotidienne, on va s'intéresser à des aliments qui ont une meilleure qualité que d'autres, à des voitures qui polluent moins que d'autres, à des entreprises qui performent mieux que d'autres, et ainsi de suite. Donc l'ordre compte énormément, et on va choisir ce protocole de définir un ordre suivant des règles du jeu qu'on consent ensemble, qui comptent pour nous. Vous avez ensuite, encore plus large que ça, ce qu'on appelle les richesses énonçables. Énonçables parce qu'on rentre dans le subjectif. J'énonce, à partir de ma subjectivité, une expérience. Par exemple, je vais dans un restaurant, je peux mettre des étoiles après, sur Facebook ou Google ou dans le guide Michelin. On peut énoncer, quand on va avoir un spectacle, les applaudissements, en fait, représentent une richesse énonçable. Alors, on peut mettre un applaudimètre après pour mesurer combien les gens ont applaudi, combien de standing ovation il y a pu avoir, mais au départ, il y a bien une expression subjective des gens. Que ressentent-ils? Comment vivent-ils cette expérience? Donc, des exemples de richesses énonçables, il y en a des millions. La confiance, la joie, le sens de la réalisation de soi, comment on se sent, quelle créativité on a, comment apprécions-nous le monde, et ainsi de suite. Donc, autant de choses subjectives, et vous voyez bien, extrêmement importantes. Et puis, vous avez une forme encore plus mystérieuse qui s'appelle la richesse potentielle. Ça veut dire ce qui va nous mettre en mouvement pour faire quelque chose, pour construire une start-up, pour grimper une montagne, pour imaginer un tableau, quelque chose qui nous met en mouvement, qui n'existe pas encore, mais on va se mettre en mouvement pour ça, pour des raisons X ou Y. Donc je récapitule: des richesses mobiles, des richesses mesurables, des richesses ordonnables, des richesses énonçables, des richesses potentielles. Vous voyez un petit peu toutes ces richesses, ces formes de richesses dont nous avons besoin pour nous représenter la complexité du vivant, objective et subjective. Regardez ce que fait l'économie aujourd'hui. Elle ne fait rien de tout ça. Elle a un langage très pauvre, un peu comme du morse, pour parler uniquement des richesses mobiles, avec de l'argent, donc où on quantifie, et on a un langage tellement pauvre qu'on doit dégrader d'autres richesses, comme par exemple de savoir combien coûte un rhinocéros blanc, ou un écosystème, vaut-il mieux le cramer plutôt que d'investir dedans. On ramène tout à une seule échelle. Donc vous voyez bien qu'en design social, nous allons avoir besoin de penser des monnaies qui représentent l'ensemble de ces richesses et qui non seulement nous incluent, nous les humains, mais incluent aussi évidemment tous les autres animaux non humains et les végétaux, puisque eux aussi ont leur mot à dire, puisque nous vivons en relation d'interdépendance. Donc là, on rentre dans des théories économiques et dans des constructions de systèmes économiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'économie néolibérale ou l'économie de l'argent ou de la rareté telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. On rentre vraiment dans de l'ingénierie très complexe. Alors concrètement, après, ça se passe comment? Eh bien, lorsque un collectif se réunit pour réfléchir à ses futures monnaies, comment il va organiser ses richesses, il y a des façons très pragmatiques de le faire. Déjà, on met les gens autour de la table. Alors, il peut s'agir de gens dans une région qui vivent ensemble, géographiquement. Ça peut représenter une communauté, comme par exemple celle dont je fais partie, je vous en parlerai après, celle des gens qui ont choisi de manger ou de vivre une vie de compassion. Ça veut dire de ne pas exploiter ou de mettre de violence ni dans son assiette ni ailleurs. Ça peut représenter, je vous disais, les joueurs d'échecs ou telle minorité ou majorité, peu importe. Mais des gens qui vont se mettre ensemble et se dire, OK, déjà, quelle richesse compte pour nous? Alors, je vous le disais, si on parle d'un territoire, ben oui, il y a les richesses qu'on connaît déjà, bien entendu. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'éducation, la santé, etc., etc. Bon, donc on va brainstormer déjà sur l'ensemble de ces richesses. Si on
on représente une communauté de joueurs, on va brainstormer sur il y a quoi qui fait la réputation d'un joueur, ses talents, ses compétences, etc. etc. D'accord ? Si on représente une entreprise, on va faire la même chose. Il y a quoi comme talent qui compte dans notre entreprise ? Voulons-nous apprendre beaucoup ou pas ? L'empreinte écologique compte-t-elle pour nous ou pas ? Faisons-nous attention aux écosystèmes ou pas, etc. On va se poser toutes ces questions. On va brainstormer sur quelles richesses voulons-nous voir. Ensuite, on va commencer à trier un petit peu ces richesses. On va se dire, tiens, il y en a certaines, effectivement, qui vont circuler de main en main, soit par le troc, soit par l'économie de marché, on s'achète, on se vend, soit par l'économie du don. Ça veut dire des choses que nous nous donnons les uns les autres. Il y a des tas de façons de faire circuler la richesse. Il y en a qu'on veut arriver à voir, donc il va falloir mettre des instruments de mesure. Par exemple, si on veut compter une biodiversité, il faut trouver des moyens de la compter, cette biodiversité. On demande aux gens de compter ce qu'ils voient, on met des capteurs, il y a des tas de façons de faire. Si on veut faire du ranking de certaines richesses, pareil, il va falloir mettre en place des protocoles. Si on veut savoir un petit peu le bonheur des gens, il va falloir leur demander d'exprimer quelque chose. On peut fractionner ça sous forme de questionnaire, mais avoir une idée s'ils se sentent heureux, en confiance, s'ils apprennent, etc., etc. S'ils se sentent en bonne santé. Vous voyez qu'il y a des tas de mix. Et donc déjà, vous voyez, à partir de ce brainstorming, on va se demander comment on va écrire ces différentes richesses. Et puis troisièmement, on va se demander comment les lier entre elles. Je m'explique. Si par exemple, entre nous, voilà, on fonde une communauté de gens sur un territoire, et on trouve vraiment important l'empreinte écologique. On va avoir chacun la meilleure empreinte écologique possible. Et on sait très bien qu'il ne s'agit pas en bon anglais d'un one fits all, ça veut dire la même chose pour tout le monde. Je peux avoir, moi, un métier qui fait que je me déplace plus qu'une autre personne. On a des tas de façons différentes, finalement, d'avoir des empreintes écologiques. Donc il s'agit de calculer, finalement, de voir en fonction de chaque cas particulier, tiens, individuation, j'y reviens, quelle empreinte écologique s'avère juste, plutôt que dans le mode classique de l'intelligence collective pyramidale, qui veut tout normer et tout mettre au même niveau, là, de se dire, tiens, comment on va gérer cette complexité ? Et donc, on va fractionner ça au niveau de chaque comportement. Quel métier ou quelle action j'ai envie d'avoir dans le collectif ? Et donc, ça amène à quelle forme d'empreinte écologique ? Et ainsi de suite. Et il va falloir gérer ça. Bref, si, ensuite, une fois qu'on met tout ça en mouvement, je reste dans les marges qui correspondent à mon profil, on peut décider ensemble que la monnaie à laquelle je vais avoir droit, il peut y avoir des plus ou des moins, la monnaie pour acheter ou vendre ou faire circuler des biens matériels, il peut y avoir des plus ou des moins qui correspondent à mon comportement écologique. Et pourquoi on a décidé de ce plus et de ce moins ? Comment ? Eh bien, on l'a fait en fonction de nos valeurs. Et vous voyez qu'on commence à se rapprocher un petit peu de l'idée du système chinois qui veut en fait mettre du droit algorithmique. Le droit algorithmique, ça veut dire les valeurs que nous avons, nous allons les mettre sous forme d'algorithme et on va faire fonctionner tout ça. Sauf que la grande différence vient que du fait du système chinois, ça vient d'une intelligence collective pyramidale qui veut appliquer un système de quelques-uns à tous. Maintenant, si nous devenons des communautés distribuées locales et globales, qui peuvent inclure beaucoup, beaucoup de gens, nous allons certainement avoir besoin de construire ensemble des algorithmes qui permettent de gérer notre complexité sociale et de gérer les flux monétaires dont nous avons besoin en fonction des valeurs que nous avons. Et puisqu'on devra le faire en open source et dans modèle distribué, nous aurons aussi la capacité, bien entendu, de le faire évoluer, contrairement à des systèmes verrouillés et centralisés. Donc vous voyez, il y a énormément d'outils et de techniques qui arrivent. La blockchain a représenté une première étape apparue il y a quelques années, qui a cette ambition-là, qui commence évidemment sur les monnaies, en inventant les crypto-monnaies, donc sur des règles du jeu assez simples, des plus et des moins, donc sur des comptes, voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin que des plus et des moins, si on pense à des choses comme de l'autopartage, comme de l'exercice de la citoyenneté, ou des jeux complexes, ou l'écologie, etc., etc. Donc là, on joue des parties beaucoup plus complexes que des plus et des moins ou des transactions bancaires. Et dans tous les cas, si on veut que ça fonctionne de manière distribuée, non plus centralisée comme avant, mais distribuée, donc ça reste dans nos mains, à ce moment-là, on doit se poser la question de l'intégrité de trois choses. L'intégrité des agents, ça veut dire des gens, de nous, s'assurer qu'il s'agit bien de moi, ou de toi, ou de toi, ou de toi dans telle partie. L'intégrité des règles du jeu, ça veut dire que nous avons choisi de jouer telle règle du jeu et pas telle autre. Et l'intégrité des données que l'on met à jour. Et jusqu'à présent, on n'a jamais su faire autrement
de gérer l'intégrité des joueurs, des jeux et des données, autrement qu'en mettant un tiers de confiance, donc une intelligence collective pyramidale, au centre de tout ça, pour organiser ça, avec évidemment le talon d'Achille que l'on connaît. Ça concentre le pouvoir dans quelques-uns, ils ont le monopole de l'information, ça devient facilement corruptible, ils peuvent faire des erreurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant, nous avons, grâce à la blockchain première étape, et puis à d'autres technologies dont on a parlé cette semaine, notamment, je pense en particulier à Holochain, des technologies qui nous permettent de distribuer l'intégrité et la gestion des flux dans le système. Et donc, nous entrons vraiment dans l'ère de ce qu'on appelle des crypto-technologies. Ça veut dire des technologies qui vont permettre, par les mécanismes d'encryption, de distribuer la donnée, de distribuer les règles du jeu et de s'assurer que tout ça fonctionne en bonne intégrité sans avoir à donner les clés à quelques personnes. Voilà un levier énorme d'évolution qui arrive. Alors, on va aller en interaction maintenant dans quelques minutes parce que je ne veux pas parler 2 heures d'affilée. Je voulais poser quelques éléments sur la table. On va pouvoir parler, si vous voulez, de choses beaucoup plus techniques, comme Holochain, par exemple, parce que, bien sûr, j'y investis mon temps et mes efforts avec les équipes. Mais on va pouvoir parler de choses aussi peut-être plus politiques, si vous le voulez. Ça veut dire quoi du design monétaire, ça veut dire quoi de la gouvernance distribuée, comment on peut faire, etc. Donc là, je préférerais qu'on aille ensemble sur ces terrains-là. Je vais finir sur peut-être un dernier point important, pour moi qui compte autant que le high-tech. J'ai abordé les questions sociétales et des questions donc très politiques, donc l'évolution de l'intelligence collective pyramidale vers l'intelligence collective pyramidale. Jusqu'à présent, je l'ai abordé de manière très système, un pensée complexe, très technologique, alors en posant certes des questions, comment on passe du centralisé au distribué, et ainsi de suite, comment on fait du design. Et je pourrais en parler des heures, ça touche à des questions complexes. Il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que ça va changer énormément de choses dans notre psychisme à l'intérieur, qu'il y a aussi des leviers d'évolution, non pas high-tech, mais low-tech. Et que ça touche à tout un domaine que j'appelle le développement transpersonnel. Non pas le développement personnel, mais le développement transpersonnel. Et je vais vous dire un petit mot là-dessus et finir là-dessus. Ce qu'on appelle le développement personnel, on le fait quand on entre dans une quête de soi, quand on veut se libérer de nos limitations, de nos obstacles, qui se mettent en travers de notre route. J'ai eu des traumatismes d'enfance, j'ai des vieux contrats transgénérationnels, ça m'embête, ça me plombe, ça me gêne dans ma carrière professionnelle, ça me gêne avec mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants, et ainsi de suite. Je vais donc faire du développement personnel, aller voir un psy, faire des stages de développement personnel, faire du yoga, des arts martiaux, plein de choses, de la méditation évidemment. Autant de choses qu'on a à notre disposition pour aller dans une connaissance de soi et petit à petit dénouer tous ces nœuds qu'on peut avoir qui nous mettent nous-mêmes en travers de notre propre chemin. Et là, nous ne manquons pas dans le monde aujourd'hui, tant mieux, d'outils de développement personnel absolument extraordinaires. Et je ne peux évidemment que nous encourager les uns les autres à faire ce genre de choses. À commencer par la méditation, évidemment, qui représente, je dirais, l'outil universel. Il y a des tas de façons de méditer, bien sûr, mais ça en fait partie. Et il y a aussi ce qu'on appelle le développement transpersonnel. Le développement transpersonnel, il a lieu quand, là, je me mets à changer des choses, mais qui ne m'appartiennent pas à moi, mais des choses du collectif qui fonctionnent en moi. Par exemple, je vous parle en français maintenant, je parle donc une langue, un objet collectif, ça ne m'appartient pas. Mais il y a quoi dans le français, ou dans l'anglais, ou dans le chinois, ou dans l'arabe, ou peu importe. Il y a quoi dans toutes les langues que nous parlons comme représentation ou forme de conscience ancienne qui nous plombe et qui nous garde dans le passé. C'est-à-dire tant que nous utiliserons les mêmes structures sémantiques, les mêmes structures ontologiques, on a beau vouloir le nouveau monde, on reproduira l'ancien parce que nous le reproduisons avec nos représentations. De même que si on veut un nouveau monde distribué, égalité sociale, égalité des chances, et on continue à le faire avec de l'argent conventionnel, bonne chance les amis, ça n'arrivera jamais. Ça peut arriver un certain temps, et puis on va ramer, on va faire des erreurs énormes pour petit à petit retomber dans l'ancien, ce qu'on voit se produire encore et encore et encore. Eh bien, ces mêmes questions sur du high-tech, la question de l'argent ou des monnaies, on touche à du high-tech, on touche à des objets collectifs complexes, mais très techniques. Eh bien, les mêmes questions se posent aussi sur du low-tech, ça veut dire les codes sociaux. Il y a quoi dans les codes sociaux aujourd'hui que nous pratiquons, comment on s'habille, comment on marche, pourquoi on se serre la main,
pourquoi on se fait la bise, pourquoi on mange de telle façon, etc. Tout ce qui fait notre quotidien. Il y a quoi dans les codes sociaux qui nous maintient dans des formes de conscience passées. Et si nous ne hackons pas, si nous ne questionnons pas ces codes sociaux, nous allons perpétuer la société d'avant. Il y a quoi dans le langage, les langues que nous parlons aujourd'hui, qui nous maintiennent dans des représentations passées, des formes de conscience du passé. Et si on ne change pas ça, si on ne hack pas le langage, nous allons perpétuer la société d'avant et la reproduire. Elle va se reproduire toute seule, malgré nous. Je prends quelques exemples sur le langage. Prenons les langues latines, par exemple, qui ont donc des langues sexuées, où tout a un genre soit masculin et féminin, avec évidemment le masculin qui domine là-dedans. N'aurions-nous pas intérêt à faire évoluer ces langues en introduisant une forme neutre, de façon à laisser aux gens la possibilité de leur sexuation psychique, de la possibilité de leur sexuation biologique, puisqu'on sait qu'il y a un continuum, il n'y a pas que des hommes ou que des femmes, il y a tout entre les deux, j'entends au sens vraiment physiologique du terme, qui donnerait aussi aux personnes, aux gens, la possibilité de se définir dans leurs préférences aussi dans un continuum, donc dans une multidimensionnalité beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'un ancien schéma social qui divise tout en hommes et femmes biologiques. N'avons-nous pas intérêt à faire évoluer ces langues-là, par exemple? Un autre exemple dans la langue, je pourrais l'expliquer après si ça vous intéresse, mais depuis le début que je vous parle, je n'ai pas utilisé une seule fois le verbe « être ». Je l'ai utilisé juste pour, entre guillemets, faire des citations, où j'ai parlé de bien-être, ou choses comme ça, mais je n'ai pas utilisé le verbe « être ». Je parie que vous me guettez là, maintenant, vous allez me guetter. Parce qu'à chaque fois que je dis les choses sont, un tel est, un tel n'est pas, etc., je vais forcer sur vous une soi-disant réalité où j'ai l'illusion que je n'ai rien à voir avec cette réalité. Elle existe en tant que telle. Par exemple, je dis, je sais pas, Paris est une ville agressive, ou Paris est une ville géniale, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec votre subjectivité, ça n'a rien à voir avec la mienne. J'ai l'illusion que Paris est comme ci ou comme ça. Et donc j'impose, en disant que les choses sont ou ne sont pas, entre guillemets, eh bien j'impose ma volonté ou ma façon de voir les choses. Je n'ai même pas l'impression que je les vois, moi, de cette façon-là. J'ai l'impression qu'elles sont, entre guillemets, de cette façon-là. Et à chaque fois que je vais utiliser le verbe « être », eh bien, je vais déclencher une violence sociale dont nous n'avons pas l'habitude. Dont nous avons l'habitude, mais tellement l'habitude qu'on ne se rend plus compte de l'impact que ça peut avoir. Donc je vous donne cet exemple parce que dans le développement transpersonnel, je vous le répète, les codes sociaux, le langage, l'alimentation, eh bien, tant qu'on ne touche pas à ces choses-là, c'est low-tech, on peut continuer, malgré nous, à perpétuer le monde ancien, quand bien même on a aussi l'impression de le reproduire. Et ça relève vraiment de questions de design. Ça veut dire qu'il n'y a pas une solution ou une seule, il y a simplement une méthodologie à se poser, à s'imposer à soi-même, de questionner comment je peux hacker aujourd'hui les langues, là où les langues que je parle. Comment je peux hacker l'alimentation que j'ai. Vais-je continuer dans une alimentation violente, telle qu'on la connaît aujourd'hui? Ça veut dire notamment tuer tous les à peu près 75 milliards d'animaux annuellement, plus de 1000 milliards d'animaux marins annuellement, et donc contribuer bien entendu à l'effet de serre, au gaz à effet de serre numéro 1, devant tous les autres. Vais-je contribuer à ce genre de choses? Ou bien vais-je faire évoluer cette alimentation au fond de moi, et non seulement avoir un impact évidemment sur le collectif, que je peux avoir là, maintenant, il s'agit d'une décision, je peux le faire ce soir. Mais vais-je aussi, de cette même façon, faire évoluer ma conscience, ma pensée, mon empathie, ma compassion? Donc, vous voyez, ce développement transpersonnel, je finis là-dessus, s'avère aussi important que du design monétaire. Et vous le verrez si vous vous y mettez à l'avenir, si vous vous mettez à faire du design de constellation monétaire, de vous dire quelle monnaie nous allons vouloir créer pour voir la réalité, vous apercevrez que vous mettrez vos valeurs en mouvement. Une constellation monétaire, ça représente un système de valeurs qu'on met en mouvement. D'où la différence avec des indicateurs de richesse. Un indicateur de richesse, ça ne bouge pas. Je veux dire, on le regarde, il nous indique un truc. Il s'agit d'un cadran. Une monnaie, ça se met en mouvement. Ça veut dire qu'on met en action les valeurs que nous avons au travers du design monétaire que nous avons. Voilà, je finis là-dessus. Donc, développement transpersonnel dans des notions low-tech, ça veut dire de soi, au travers d'objets collectifs, la langue, les codes sociaux, l'alimentation, les lois, etc. Et puis développement high-tech, en particulier avec l'arrivée des cryptotechnologies qui vont nous permettre notamment
de faire de la gouvernance distribuée et de faire des économies distribuées. Dernier point, je participe à un projet moi, qui me passionne, celui d'une nation végane. Une nation végane, on estime qu'il y a entre 200 et 300 millions de véganes dans le monde aujourd'hui. Il s'agit, je vous le disais, du plus gros mouvement en croissance aujourd'hui dans le monde humain. Des gens donc, qui partagent évidemment des valeurs de compassion à l'égard du vivant, mais aussi des valeurs pratiques de protection de l'environnement, de tout ce qu'on connaît. Eh bien, ces gens-là peuvent tout à fait aujourd'hui constituer une nation, non pas une nation de territoire physique, de territoire géographique, mais une nation de valeurs. Il faut quoi pour faire une nation? Il faut 4 choses. Il faut une constitution, ça veut dire un document ou un espace partagé qui encapsule les valeurs fondatrices, comme par exemple en France, liberté, égalité, fraternité, magnifique, superbe, donc une constitution. Deuxième chose, il faut une gouvernance. Alors comment on fait les gouvernances aujourd'hui ou les gouvernances de demain? On n'a certainement plus envie de les faire de manière centralisée, même au travers de la démocratie représentative, mais de trouver des modèles distribués, et des modèles distribués qui restent à inventer, parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Il n'y a pas le manuel de la gouvernance distribuée pour les nuls. Ça viendra peut-être un jour, mais on ne sait pas encore comment faire. Donc il y a tout à inventer là-dessus. Et puis troisième chose aussi, il faut une économie pour faire une nation. Et une économie, voulons-nous les monnaies fiat, les monnaies centralisées, les monnaies rares comme avant? Certainement pas. On va vouloir créer des constellations monétaires qui permettent de représenter l'ensemble des richesses que ce monde du véganisme a envie d'avoir. Et quatrième chose, une fois qu'on a décidé d'une constitution, d'une gouvernance et de monnaie au pluriel, il faut les infrastructures pour le faire. Et nous les avons aujourd'hui. On a tout à notre disposition pour concevoir les prochaines nations et le monde que nous voulons. Je propose de conclure là-dessus et de passer donc un échange dans la salle. Merci beaucoup. Merci.